Un médecin enveloppé dans un sac plastique à défaut de combinaison de protection tente de sauver un patient qui suffoque. Mars 2020. Les pays les plus riches de la planète se sont retrouvés impuissants face à un virus microscopique. 5 ans ont passé. Avons-nous soufflé et oublié? Et si je vous disais que nous sommes encore moins préparés à la prochaine pandémie que nous ne l'étions face au Covid? Que l'indice mondial moyen de préparation atteint un lamentable 38,9 sur 100? Qu'aucun pays au monde n'est prêt, même à moitié? Aujourd'hui, nous allons poser des questions gênantes et trouver des réponses encore plus embarrassantes. Nous examinerons les chiffres que l'on préfère taire publiquement. Nous découvrirons la maladie X, une menace impossible à prédire, mais à laquelle il faut se préparer. Nous comprendrons pourquoi les chaînes d'approvisionnement mondiales restent le maillon le plus faible de notre défense. Et nous réaliserons que notre sécurité collective dépend de décisions qui se prennent en ce moment même, ou qui ne se prennent pas, ce qui est bien plus dangereux. Prêts à connaître la vérité? Alors accrochez-vous. Elle ne sera pas réconfortante. Lorsque le Covid-19 a fait irruption dans l'actualité mondiale, il semblait que ce serait un moment charnière dans l'histoire de l'humanité. Un moment après lequel tout changerait, les systèmes de santé seraient renforcés, des stocks de médicaments essentiels constitués, la coordination internationale mise en place. Les premiers mois de la pandémie ont démontré des exemples impressionnants de coopération scientifique. Le génome du virus a été séquencé et publié en libre accès en quelques jours. Des chercheurs du monde entier se sont unis dans un projet sans précédent de développement de vaccins. Résultat, plusieurs vaccins efficaces créés en moins d'un an, ce qui était auparavant considéré comme impossible. Ce fut un triomphe de la science, prouvant que lorsque l'humanité s'unit face à une menace commune, elle est capable de miracles. Mais parallèlement au succès scientifique, se déroulait une autre histoire, celle des échecs, de l'égoïsme et des erreurs systémiques. Souvenez-vous du chaos du début 2020. Les pays riches raflaient tout l'équipement médical disponible, ne laissant aucune chance aux pauvres. Masques de protection, respirateurs, ventilateurs mécaniques se sont transformés en ressources stratégiques pour lesquelles se menait une véritable guerre. Les pays interceptaient les cargaisons les uns des autres, imposaient des interdictions d'exportation, accumulaient des stocks suffisants pour des années, tandis que les hôpitaux des pays en développement étouffaient faute de moyens de protection élémentaires. Quand les vaccins sont enfin apparus, une bataille encore plus cynique a éclaté, le nationalisme vaccinal. Les États riches ont réservé des milliards de doses, largement supérieures aux besoins de leur propre population. États-Unis, Union européenne, Royaume-Uni, Canada, tous ont conclu des contrats avec les fabricants, s'assurant un accès prioritaire. Résultat, à la mi-2021, les pays développés avaient déjà vacciné une part importante de leur population, tandis qu'en Afrique, ce taux atteignait à peine quelques pourcents. Le virus ne reconnaît pas les frontières. Tant qu'il circule quelque part, il menace tout le monde. Mais l'égoïsme s'est révélé plus fort que le bon sens. Les chaînes d'approvisionnement mondiales se sont effondrées comme un château de cartes. Il s'est avéré que les composants critiques pour l'équipement médical étaient produits dans 2 ou 3 pays, et que tout dysfonctionnement là-bas paralysait le monde entier. La production de principes actifs pharmaceutiques pour la plupart des médicaments est concentrée en Chine et en Inde. Quand ces pays ont imposé des restrictions à l'exportation pour protéger leurs propres intérêts, le reste du monde s'est retrouvé face à une pénurie de médicaments de base. Les conséquences économiques ont été catastrophiques. Selon les estimations du FMI, l'économie mondiale a perdu environ 28 000 milliards de dollars. Des millions de personnes ont basculé dans la pauvreté. Les systèmes éducatifs ont été détruits, avec des conséquences qui se feront sentir pendant des générations. Et maintenant, 5 ans plus tard, la question cruciale. Qu'est-ce qui a changé? Les systèmes de santé ont-ils été renforcés? Les chaînes d'approvisionnement ont-elles été diversifiées? Des accords internationaux garantissant une distribution équitable des ressources lors de la prochaine crise ont-ils été conclus? Les réponses à ces questions sont malheureusement loin d'être rassurantes. L'élan initial vers les réformes s'est rapidement essoufflé. Dès que la phase aiguë de la pandémie est passée, la volonté politique pour des mesures coûteuses et impopulaires s'est évaporée. Les budgets de santé, gonflés en 2020-2021, ont commencé à se réduire.
Les promesses de Sun Quote 2 se sont transformées en paroles creuses. Le monde est retourné à sa complaisance habituelle, ignorant les avertissements des experts sur l'inévitabilité de la prochaine pandémie. Pour évaluer objectivement la préparation du monde à la prochaine pandémie, regardons les données. L'indice mondial de sécurité sanitaire, Global Health Security Index, est une évaluation indépendante de la capacité de 195 pays à prévenir, détecter et réagir aux épidémies de maladies infectieuses. Il analyse 6 catégories clés: prévention, détection et notification, réponse rapide, système de santé, respect des normes internationales et environnement de risque. Le score maximal possible est de 100. On pourrait penser qu'après le Covid-19, les indicateurs auraient dû s'améliorer radicalement. La réalité est autre. Selon le dernier rapport de 2023, l'indice mondial moyen atteint un lamentable 38,9 points sur 100. Aucun pays n'a même obtenu 70 points. Même les États les mieux préparés, États-Unis 69,2, Australie 66,8, Finlande 66,0, affichent des résultats que les experts qualifient d'insuffisants pour une réponse adéquate à une pandémie sérieuse. Que dire alors des pays au score faible? Plus de 100 États obtiennent moins de 40 points, ce qui signifie des vulnérabilités critiques dans tous les domaines. Examinons les indicateurs clés en détail. La capacité de surveillance épidémiologique, la capacité à détecter à temps le début d'une épidémie. Le score moyen pour cet indicateur est de 42. Cela signifie que la plupart des pays ne disposent pas de suffisamment de laboratoires pour des tests rapides, ne mènent pas de surveillance systématique des pathogènes en circulation, ne sont pas intégrés aux systèmes mondiaux d'alerte précoce. En Afrique, la situation est particulièrement déplorable. De nombreux pays n'ont tout simplement pas de laboratoires capables d'identifier de nouveaux virus. Cela signifie que la prochaine pandémie pourrait débuter et se propager sans être détectée pendant des semaines, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour la contenir. La préparation du personnel médical. Y a-t-il suffisamment de médecins, d'infirmières, d'épidémiologistes pour lutter contre une épidémie? Ici, le tableau est encore plus sombre. Dans de nombreux pays en développement, il y a moins d'un médecin pour 1000 habitants. Dans des conditions pandémiques, un tel système s'effondre instantanément. De plus, le Covid a montré que même les pays développés souffrent d'une pénurie de personnel médical en temps de crise. Épuisement professionnel, démissions massives, impossibilité de former rapidement de nouveaux spécialistes. Tout cela n'a pas disparu. L'infrastructure de réponse d'urgence, l'existence de plans, de ressources et de coordination pour une réponse rapide. Moins de 30% des pays possèdent des plans de réponse aux pandémies actualisés et régulièrement testés. Encore moins disposent de réserves stratégiques de médicaments et d'équipements. Le Covid a pris au dépourvu même les pays qui avaient formellement des plans. Il s'est avéré que ces plans étaient obsolètes, ne tenaient pas compte des réalités modernes, n'avaient pas été testés dans la pratique. Certains pays ont effectivement tiré des leçons et amélioré leurs indicateurs. La Corée du Sud, qui avait connu des épidémies de MERS et géré avec succès le Covid grâce aux tests massifs et au traçage des contacts, a investi dans le renforcement de ces systèmes. Singapour a créé l'un des meilleurs centres de surveillance des maladies infectieuses au monde. Le Rwanda, malgré des ressources limitées, a démontré des progrès impressionnants dans l'organisation de sa santé publique. Mais ce sont des exceptions. La majorité des pays sont revenus à l'état Quote 4i, ignorant les avertissements des experts. En 2018, bien avant le Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé a inscrit sur sa liste des menaces prioritaires une mystérieuse maladie X. Ce n'est pas un pathogène spécifique, mais un concept, une maladie inconnue qui n'existe pas encore, capable de provoquer la prochaine pandémie grave. Cela semble abstrait? Le Covid-19 était précisément cette maladie X pour 2020. Un nouveau coronavirus dont le monde ignorait l'existence avant décembre 2019. Et ce ne sera pas le dernier. La question est, quelle sera la prochaine? Quote 7K, et y sommes-nous préparés? Les scientifiques surveillent attentivement plusieurs catégories de menaces potentielles. La première, les zoonoses, maladies transmises de l'animal à l'homme. C'est ainsi qu'ont émergé le VIH, Ebola, le SRAS
le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, MIRS, et le Covid-19. Selon les virologues, des dizaines de milliers de virus inconnus circulant dans la nature sont potentiellement capables d'infecter les humains. La plupart se trouvent chez les animaux sauvages, chauves-souris, rongeurs, oiseaux. Le contact entre humains et ces animaux augmente en raison de la déforestation, de l'expansion de l'agriculture, de l'urbanisation. Chaque contact est une chance pour un virus d'effectuer un saut zoonotique et de trouver un nouvel hôte. Les virus de la grippe suscitent une inquiétude particulière. La grippe saisonnière mute constamment, mais pour l'instant, ces mutations sont mineures. Cependant, l'histoire connaît des exemples de souches pandémiques de grippe ayant tué des millions de personnes. La grippe espagnole de 1918, la grippe asiatique de 1957, la grippe de Hong Kong de 1968. Les virus grippaux circulent parmi les oiseaux et les porcs, infectant périodiquement les humains. Pour l'instant, la transmission interhumaine est inefficace. Mais si le virus acquiert cette capacité par mutation ou recombinaison avec une souche humaine, le monde sera confronté à une pandémie potentiellement plus meurtrière que le Covid. La grippe aviaire H5N1 a une létalité d'environ 50% chez les humains infectés. Pour comparaison, celle du Covid est d'environ 1%. Imaginez une pandémie avec une telle mortalité. Le changement climatique crée de nouvelles menaces. Le réchauffement élargit les zones d'habitat des vecteurs de maladies, moustiques, tiques. Des maladies autrefois limitées aux tropiques, dengue, chikungunya, virus Zika, sont maintenant signalées dans les zones tempérées. La fonte du pergélisol pourrait libérer d'anciens virus conservés dans les glaces depuis des millénaires. Cela ressemble au scénario d'un film de science-fiction, mais c'est une préoccupation scientifique réelle. Les fuites de laboratoire et le bioterrorisme, des scénarios moins probables, mais potentiellement catastrophiques. Des laboratoires dans le monde entier travaillent avec des pathogènes dangereux, les étudiant pour créer des vaccins et des traitements. Malgré les mesures de sécurité, des fuites se sont produites par le passé et pourraient se reproduire. Et avec le développement des biotechnologies, apparaît la possibilité théorique de créer des pathogènes artificiels, des armes qui pourraient tomber entre les mains de terroristes ou d'États irresponsables. Où attendre la prochaine épidémie? Les experts désignent plusieurs points chauds géographiques. L'Asie du Sud-Est, avec ses populations denses d'humains et d'animaux, l'Afrique centrale avec sa faune diversifiée et son infrastructure médicale limitée, l'Amérique du Sud avec ses forêts tropicales abritant des virus inexplorés. Mais la leçon du Covid est claire. Une épidémie peut commencer n'importe où et se propager mondialement en quelques semaines grâce aux liaisons aériennes. Se préparer à la maladie X est paradoxal. Comment se préparer à l'inconnu? La réponse: créer des systèmes flexibles et adaptatifs. Des laboratoires puissants capables d'identifier rapidement de nouveaux pathogènes. Des technologies vaccinales modulaires permettant de créer un nouveau vaccin en quelques mois plutôt qu'en années. Des réseaux mondiaux de surveillance détectant en temps réel les épidémies inhabituelles. Des accords internationaux sur le partage rapide d'informations et d'échantillons. Tout cela existe sur le papier. La question: cela fonctionne-t-il en pratique? Même si nous détectons à temps une nouvelle menace et développons rapidement un vaccin ou un médicament, tout cela est inutile s'il est impossible de les produire et de les livrer là où ils sont nécessaires. Le Covid nous a cruellement donné une leçon sur la fragilité des chaînes d'approvisionnement mondiales. La leçon a été douloureuse, mais a-t-elle été retenue? Les chaînes d'approvisionnement pharmaceutiques restent mondialisées et centralisées. Environ 80% des principes actifs pharmaceutiques, API, pour les médicaments sont produits en Chine et en Inde. L'Europe et les États-Unis, qui ont une industrie pharmaceutique développée, dépendent de l'importation de composants de base. Lorsque la prochaine pandémie débutera et que ces pays imposeront des restrictions à l'exportation pour protéger leurs propres citoyens, et ils le feront, l'histoire l'a prouvé, le reste du monde se retrouvera sans accès aux médicaments essentiels. Après le Covid, on a beaucoup parlé de la nécessité de diversifier la production, de créer des pôles régionaux, de rapatrier une partie de la production dans les pays développés. Relocalisation. En pratique, les progrès sont minimes. Pourquoi? L'économie. Produire des API en Chine coûte moins cher en raison du faible coût de la main-d'œuvre, de normes environnementales moins strictes, de subventions gouvernementales. Les entreprises pharmaceutiques, orientées vers le profit,
ne sont pas intéressées par un déplacement coûteux de la production si elles n'y sont pas contraintes légalement. Et les gouvernements, face au lobbying et aux craintes d'une hausse des prix des médicaments, n'osent pas prendre de mesures radicales. Une question encore plus aiguë, l'accès équitable aux vaccins et aux médicaments. Le Covid a montré un tableau répugnant. Les pays riches ont accumulé plus de vaccins qu'ils ne pouvaient en utiliser, tandis que les pays pauvres attendaient pendant des mois les premières livraisons. L'initiative COVAX, censée assurer une distribution équitable, a échoué en raison d'un sous-financement et du blocage par les pays riches. Rien n'indique que la prochaine fois sera différente. De plus, le système actuel de propriété intellectuelle aggrave le problème. Les brevets sur les vaccins et médicaments appartiennent aux grandes entreprises pharmaceutiques des pays développés. Elles peuvent dicter les prix et contrôler la production. Les propositions de suspension temporaire des brevets en situation pandémique pour élargir la production ont été bloquées sous la pression du lobby pharmaceutique. Les tentatives de créer une production locale de vaccins dans les pays en développement se heurtent à des obstacles. Absence de technologie, manque de personnel qualifié, coût élevé des équipements. L'Afrique, avec une population de 1,4 milliard d'habitants, produit moins de 1% des vaccins utilisés sur le continent. Ce n'est pas simplement une injustice économique, c'est une menace pour la sécurité mondiale. Tant que le virus circule quelque part, il mute, et ces mutations peuvent contourner les vaccins existants, mettant en danger les populations déjà vaccinées. L'égoïsme des pays riches en matière de vaccination se retourne contre eux. Nous sommes à un carrefour. On peut continuer à ignorer les avertissements, espérer que la prochaine pandémie ne se produira pas de sitôt ou sera moins destructrice. C'est le chemin de la complaisance, qui mènera inévitablement à la répétition de la catastrophe, peut-être sous une forme encore plus brutale. Où on peut agir maintenant, investir, réformer, coordonner. C'est un chemin difficile, coûteux, exigeant une volonté politique et une coopération internationale. Mais c'est le seul chemin qui offre une chance de survie. Que faut-il faire au niveau mondial ? Créer et financer adéquatement un mécanisme international de réponse aux pandémies, pas en parole, mais en actes. Un fonds disposant de ressources pour un déploiement immédiat de l'aide lors d'une épidémie n'importe où dans le monde. Des accords internationaux contraignants interdisant les restrictions à l'exportation de produits médicaux en période de pandémie, garantissant une distribution équitable. Des investissements dans la création de capacités de production dans différentes régions du monde, plutôt qu'une concentration dans 2 ou 3 pays. Que doivent faire les gouvernements ? Investir dans les systèmes de santé publique, non seulement en temps de crise, mais en permanence. Créer et maintenir des réserves stratégiques de médicaments et d'équipements. Financer la science, virologie, épidémiologie, développement de technologies vaccinales modulaires. Mener régulièrement des exercices de réponse aux pandémies, tester les plans, identifier les faiblesses et les corriger avant qu'une crise réelle ne frappe. Que pouvons-nous faire, nous, citoyens ordinaires ? Exiger de nos dirigeants des actions, pas de vaines promesses. Soutenir les initiatives scientifiques. Être prêt à assumer nos responsabilités personnelles. Respecter les recommandations en cas d'épidémie, se faire vacciner, ne pas céder à la panique et à la désinformation. Comprendre que notre sécurité est indissociablement liée à celle des personnes à l'autre bout de la planète. Les virus ne reconnaissent pas les frontières, les nationalités, le niveau de revenu. La prochaine pandémie est inévitable. Ce n'est pas de l'alarmisme, mais un consensus scientifique. La question n'est pas « quote 13 », mais « quote 14 » et « quote 15 alcine ». La réponse à la deuxième question dépend de nous. Des décisions prises aujourd'hui, des investissements réalisés maintenant, de la volonté de coopérer manifestée avant et non après le début de la crise. Le Covid-19 nous a donné une chance, douloureuse, coûteuse, mais une chance d'apprendre, de changer, de nous préparer. Nous pouvons saisir cette chance ou l'ignorer. L'histoire nous jugera. Mais si nous choisissons l'ignorance, cette histoire sera écrite dans les nécrologies de millions de personnes qui auraient pu être sauvées, mais ne l'ont pas été, parce que nous ne nous sommes pas préparés, alors que nous savions qu'il le fallait. Le moment d'agir, c'est maintenant. Parce que demain, il pourrait être trop tard.